Bonjour tout le monde. Alors là, je sens qu'on a affaire à de vrais fans du Festival Eureka. Est-ce qu'il y en a qui étaient là hier ou vendredi? Ouais, moi oui. Hey, vous faites partie des braves qui affrontaient la pluie. Bravo, félicitations. La science vous en remercie. Faites avancer la science. Et aujourd'hui, vous allez assister, vous savez à quoi vous assistez, si vous êtes assis là, c'est parce que vous avez vu dans le programme que c'est la conférence d'Alexis Rimbaud qui est derrière moi. Alexis, on l'applaudit, mesdames et messieurs. Alexis. Il y a des gens qui ont toutes sortes de passions dans la vie. Il y en a qui ont la pêche comme passion. Il y en a qui ont le sport comme passion. Lui, c'est la supraconductivité. C'est un passe-temps comme un autre. Hein? Il est même au doctorat présentement. On peut dire doctorant, donc. Oui, voilà, un doctorant. J'aime bien utiliser ce terme. Il est doctorant à l'Université Sherbrooke pour faire un doctorat en supraconductivité. C'est comme ça qu'on va dire? En physique en général, mais en supraconductivité, j'imagine, en particulier. Ouais. Il a commencé ses études à Paris. Dans le nord de la France, puis ensuite à Orsay. Voilà, il s'est promené partout. Alors, on profite un peu, finalement, des études françaises, nous, ici. Tant mieux. Alors voilà, mesdames et messieurs, applaudissez-la très fort. Une magnifique conférence va faire léviter des choses, des trucs vont flotter devant vos yeux. Et en plus de les voir flotter, vous allez comprendre pourquoi. Alors amusez-vous bien, bonne conférence tout le monde. À toi. Merci. Bonjour tout le monde. Alors ça va, tout le monde m'entend bien? Ok. Est-ce que ça va? Pardon? Allez? Ok, c'est bon, maintenant tout le monde est dedans. Alors pour commencer, j'ai décidé de commencer fort, histoire de vraiment vous motiver pour les 45 minutes qui vont suivre. Je vous propose une expérience relativement simple que je vais vous montrer tout de suite. Alors ce qu'il y a ici, alors je ne sais pas si on voit la... Ouais, merci la caméra. Voilà. Donc ce que vous avez ici, ce qui a un aspect un peu métallique là, c'est des aimants. C'est des aimants très très puissants. Pour vous donner une idée, on a la Terre a un champ magnétique qui permet de nous protéger de certaines des radiations qui viennent du Soleil, certaines particules qui devraient normalement nous exterminer. Là, on est protégé grâce à ce champ magnétique. Le champ magnétique qui est créé par ces aimants-là, c'est, que je me souvienne, 10 000 fois plus fort. D'accord, c'est vraiment très très puissant. Aussi, ce que je fais là, j'ai un gobelet, donc c'est un gobelet en téflon, il n'y a rien de particulier. Par contre, au fond du gobelet, je ne sais pas si vous arrivez à voir que c'est légèrement plus noir au fond que le reste. Ce qui se passe, c'est qu'au fond de ce gobelet, j'ai une pastille comme ça, donc un peu plus petite. Et cette pastille-là, c'est ce qu'on appelle un supraconducteur. Donc on va voir exactement qu'est-ce que c'est qu'un supraconducteur au cours de la présentation. Mais c'est ça qui va faire toute l'astuce de cette présentation-là. Et ensuite, ce que j'ai dû verser là, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? L'azote liquide. Donc on va en parler un peu tout à l'heure, voir ce que c'est, à quelle température c'est, etc., etc. Et si j'arrive à avoir ces trois ingrédients, donc les aimants, le supraconducteur et l'azote liquide que j'ai versé pour refroidir le supraconducteur, voilà ce qui se passe quand j'enlève une cale en plastique que j'ai mise en dessous. Ça lévite. Et ça lévite très bien parce que ça peut aller taper dans les coins sans problème. Ça peut même, on peut essayer de le faire dérailler, le petit train, ça déraille pas, très pratique. Et ce qui est fun avec ça, c'est que je vais vous montrer à quel point c'est vraiment fun comme lévitation. Là, ça lévite à l'endroit, donc je peux le prendre carrément dans mes mains, il n'y a pas de souci. Oui, peut-être me brûler un peu les mains avec l'azote liquide, mais ça va. Par contre, ça lévite dans ce sens-là, mais ça lévite aussi dans ce sens-là. Donc la tête en bas, ça lévite sur le côté, j'ai pas de problème. Donc je peux vous le montrer de côté, là, si vous voulez. Voilà. Et ça va léviter tant que c'est refroidi. Donc au bout d'un moment, tout ça, ça va se réchauffer, bien sûr, et puis le gobelet va finir par tomber et se poser délicatement sur les aimants. D'accord ? Donc le but de la présentation, c'est justement comprendre c'est quoi les liens entre les aimants que j'ai mis en dessous, donc là on voit que c'est en train de tomber, voilà. Les aimants que j'ai mis en dessous, le supraconducteur et le froid que j'ai dû installer, enfin le froid que j'ai dû incorporer au supraconducteur. Donc on va voir à combien je l'ai refroidi, ça va vous donner une petite idée. Ça va? Ouais? Motivé. Ok, donc si on peut switcher sur... Merci. Non, l'autre. Merci. Donc, pour commencer, ce qu'on va voir déjà, c'est la température. Là, on voit que j'ai dû refroidir ça, on va voir à quel point j'ai dû le refroidir. La température, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire refroidir quelque chose en particulier. Donc, ce que je vais vous montrer, donc les bases, c'est les trois états de la matière. Donc tout le monde connaît ça avec l'eau. Tout le monde sait que l'eau peut être solide, sous forme de glace, liquide, sous forme de l'eau qu'on a la plupart du temps, qu'on boit, etc. Ou sous forme de gaz quand on le fait chauffer, par exemple quand on fait de la cuisine. D'accord ? Donc,
cette matière dans tous ses états, je vais commencer avec le gaz. Donc vous savez que là, le gaz, l'air qu'il y a autour de nous, par exemple, c'est formé d'atomes et de molécules. Alors on va imaginer que ces atomes et ces molécules sont les petits points rouges qu'on voit là. Voilà le mouvement qu'il y a dans un gaz. Attention, je vais essayer de le lancer. Ah, si je vise correctement. Donc est-ce que quelqu'un peut me dire vite fait ce que ça fait comme mouvement? Ouais. Non, ça n'explose pas. Si tu fais exploser les points rouges du gaz, ça fait une bombe atomique. Enfin, si c'est un atome, ça va te faire une bombe atomique, alors on va éviter. Mais non, là c'est un gaz. Les atomes qui sont dedans vont très très vite. Bon, ça se voit pas trop là-dessus parce que j'ai quand même ralenti ça. Hein? Non, ça c'est pour passer mes diapositives. Et donc, il y a les atomes et les molécules qui vont très très vite, qui vont bouger très très vite et faire n'importe quoi. D'accord? C'est ça l'idée. Il n'y a rien à faire à part brasser de là, vous pouvez pas faire grand-chose avec. D'accord? Maintenant, si on arrive à refroidir un gaz, donc par exemple c'est ce que j'ai fait avec l'azote qui est là, vous savez que l'azote c'est quelque chose qui compose environ 80% de l'air qui nous entoure, on en respire bien plus que de l'oxygène, et cet azote on l'a refroidi assez pour le rendre liquide. Alors quand on rend quelque chose liquide, voilà ce que ça donne. Donc un liquide, ces atomes-là sont dans un récipient qui est ouvert, donc vous faites ça à chaque fois que vous versez de l'eau dans un verre, il n'y a rien de sorcier avec ça, et le mouvement des atomes dans un liquide, ça fait à peu près ça. Donc globalement, ça fait toujours n'importe quoi, il n'y a pas vraiment de logique à la chose, mais ce qui est bien, c'est qu'au moins c'est restreint dans un récipient ouvert et les atomes sont beaucoup plus proches les uns des autres. Et si on refroidit encore un liquide, qu'est-ce qu'on obtient? Un solide. Donc un solide, c'est la matière qu'on connaît presque la mieux parce que ça nous entoure, ça nous fait en partie. Donc un solide, voilà, les atomes sont extrêmement bien rangés, très très bien, très très proches les uns des autres, ils se collent quasiment. Et attention, voilà ce que ça fait les atomes dans un solide. Ça bouge. Ça bouge quand même. Ça c'est important, c'est quelque chose que la plupart des gens n'ont pas forcément, ou ne sont pas vraiment posé la question, ou n'ont pas conscience de ça. C'est que les atomes dans la matière solide, par exemple dans la table, ou même ceux qui me composent, bougent, mais très très peu. D'accord? Ouais, tu as une question? Alors l'oxygène qu'il y a dans l'air est sous forme gazeuse, mais on peut arriver à le rendre liquide, puis solide si on les refroidit assez. Mais il faut aller très très loin là. D'accord? Et donc voilà les atomes dans un solide. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut arriver à les voir. Alors je vous montre un peu une image qui est faisable en labo. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une surface de silicium. Alors le silicium, c'est un élément chimique qui permet entre autres de faire du verre. Donc pour faire du verre, vous mettez du silicium avec de l'oxygène, vous faites chauffer ça très très fort, puis vous le refroidissez d'un seul coup. Ça vous fait du verre. D'accord? Et donc ces atomes de silicium qu'on voit, les petites boules là, sont très très bien rangées les unes par rapport aux autres. Et la taille d'un atome, alors je vous ai mis ça en mètres, donc ça fait 10 milliardièmes de mètres. Pour vous donner une meilleure idée, c'est 10 000 fois plus petit qu'une cellule, d'accord, dans votre corps par exemple. Et c'est 10 millions de fois plus petit qu'une mine de crayon. Donc vous pouvez imaginer qu'au début de votre mine de crayon jusqu'à la fin, vous avez environ 10 millions d'atomes qui sont à la chaîne les uns derrière les autres. Et l'idée que je veux que vous reteniez absolument qui va être super utile pour la suite, c'est celle-là. C'est que moins les atomes bougent, plus ils sont froids. D'accord? C'est le mouvement des atomes qui dit à quelle température on est. Donc par exemple, pourquoi l'été il fait plus chaud que l'hiver? C'est parce que l'été on a plus de soleil, plus d'énergie solaire qui arrive sur la Terre, qui va venir exciter les atomes. Puis ces atomes vont être excités autour de nous, vont nous transmettre de la chaleur. C'est pour ça qu'on a chaud pendant l'été et pas pendant l'hiver, où il y a moins de soleil. D'accord? Alors voilà pour cette notion-là. Et puis là, ce que je vais vous proposer, c'est un petit jeu pour se mettre d'accord sur les ordres de température. Donc température et zéro absolu. Donc on va voir ce que c'est que le zéro absolu dans pas trop longtemps. Je vous propose un petit jeu. Voilà quelques images. Alors je vous ai mis le soleil ici, la base de Vostok en Antarctique. Je ne l'ai pas choisi au hasard, on verra pourquoi. Un hiver à Sherbrooke. Donc ça, c'est une vue d'une jolie cascade qu'on a à Sherbrooke. L'univers en général. Alors là, attention, je vous demande de le considérer tout en moyenne. C'est-à-dire, il y a les étoiles, il y a les planètes, il y a le vide qu'il y a entre tout ça, les astéroïdes, tout ça. Vous considérez tout, vous faites une moyenne de tout ça et ça vous obtenez une température. On a une chèvre, Brad Pitt, un moteur de voiture, une flamme de bougie et l'azote liquide que j'utilise pour mes présentations. Donc je vous laisse 20 à 30 secondes pour réfléchir. Je veux que vous les classiez du plus chaud au plus froid. Allez-y. Attends, on va faire la réponse après.
Alors, est-ce que quelqu'un... Bon, on va faire un truc un peu à main levée, je vais vous donner quelques choix et puis vous lèverez la main. Par exemple, si on fait le plus chaud, donc je vais vous laisser le choix entre le soleil, l'univers et la flamme. Qui dit le soleil? La flamme? L'univers? Okay. C'est le soleil qui vient en premier. Donc je vais vous le montrer, si j'arrive à viser, voilà. Donc le soleil qui vient en premier. Alors pour vous donner une idée, le cœur du soleil c'est 15 millions de degrés Celsius. La surface du soleil c'est environ 6000 degrés Celsius et c'est presque la même température que celle qu'il y a au cœur de la Terre. D'accord, en fait c'est 5500, 6000 degrés. Et c'est presque la même que celle au cœur de la Terre. Ok. Qu'est-ce que je mets en deuxième? Le deuxième plus chaud. La flamme. Est-ce qu'il y a d'autres moteurs? Donc le deuxième qui vient? La flamme. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de la température qu'il fait ici? Genre au cœur de la flamme, la partie qui est souvent bleue, là. Alors 200, 300, ouais. 50, plus chaud, plus chaud que ça. Ouais. Attends, je vais te le montrer après ça. T'inquiète pas. Ouais, ça c'est normal, c'est pas grave. Donc 50, 200, 300. 60. Qui dit plus? Ah, 1000. Non, pas 2000. Non, la température, en fait, ici, ça dépend de ce qu'on brûle. Mais globalement, c'est entre 1100 et 1500 degrés. Pour n'importe quelle flamme, hein, n'importe quoi, vous allumez un briquet, la température à la base de la flamme, c'est ça. D'accord? Ça se sent pas trop parce que la chaleur se perd très très vite avec l'air, mais la température, c'est c'est un peu au-dessus de 1000 degrés. D'accord? Donc voilà pour la flamme. Qu'est-ce que je vais venir mettre après? Voiture, l'univers. Qui dit la voiture? Ok. Qui dit l'univers? L'univers. C'est la voiture. Alors la voiture, je m'y connais pas trop en mécanique, mais il me semble que la température d'un moteur, c'est entre 120 et 200, un truc comme ça. Je suppose. Donc entre 120 et 200 degrés. Alors attention, là, ça va devenir la partie la plus compliquée de ce test, c'est la chèvre ou Brad Pitt. Alors, qui dit la chèvre? Qui dit Brad Pitt? Souvent, j'entends toujours la foule dire « Ah, Brad Pitt, c'est le plus hot. » Ouais, ça reste d'un côté sûrement. Donc, ce qui vient en premier, en fait, c'est la chèvre. Et ensuite vient Brad Pitt. Alors, la chèvre, c'est 38,5 environ. Et Brad Pitt, bah, c'est à peu près comme tout être humain, c'est entre 36,5 et 37,5 suivant les personnes. Ça va? Ok, donc maintenant, on est passé à la partie haute température jusqu'aux températures qu'on connaît bien vu que c'est la nôtre. Ensuite, il y a la partie froide. Alors, il reste Sherbrooke, Vostok en Antarctique, l'univers pris en moyenne en général, etc., etc. Et l'azote liquide. Qu'est-ce qui vient? Qui dit Sherbrooke? Qui dit l'Antarctique? Ouais, Sherbrooke, c'est quand même un peu plus chaud que l'Antarctique. Enfin, j'espère. Mais Sherbrooke, c'est plus chaud que l'Antarctique, ouais. Donc Sherbrooke, c'est un peu comme un hiver ici, hein, je suppose. On descend à moins 20, moins 30, un truc dans le genre. Qu'est-ce que je vais mettre après? Vostok, l'univers, l'Antarctique. Qui dit l'Antarctique? Qui dit l'univers? Qui dit l'azote liquide? Ok, donc c'est Vostok. Alors pourquoi j'ai choisi Vostok en Antarctique? Je ne l'ai pas pris au hasard. C'est bien cette place-là, c'est une base, il me semble une base militaire, j'ai un doute, mais américaine, et c'est vraiment là-bas en Antarctique, à cet endroit-là. Pourquoi? En quelque sorte, on me dit c'est un des endroits les plus froids de la Terre. En fait, c'est depuis qu'on s'est mesuré des températures, c'est là où on a mesuré la température la plus basse, naturelle, dehors. Et la température, c'était moins 89. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, moins 89 degrés dehors, donc là, forcément, vous sortez pas. D'accord? Même avec un super manteau, 3 couches, tout ce que vous voulez. Non, on sort pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? L'univers ou l'azote liquide? Qui dit l'azote liquide? Qui dit l'univers? Ok. Donc c'est l'azote liquide qui vient. Et là, je peux vous poser la question, quelle est la température de l'azote liquide? Alors, vous avez 4 choix. On va passer sur le système de vote. Et donc, vous allez pouvoir voter pour ça. D'accord? Donc, je vous propose la température de l'azote liquide, donc 120, moins 196, moins 269.
Vous allez avoir 20 secondes pour répondre. Ceux qui ont commencé déjà à répondre, c'est pas grave, c'est quand même pris en compte. Si vous voulez changer le résultat de votre vote parce que vous dites je me suis trompé, vous pouvez juste appuyer sur le bouton, ça ira. Attention, c'est parti. J'ai déjà 39 réponses, 42, 44, 50. Attention. J'ai une belle majorité de moins 196, beaucoup de moins 269, et puis quelques-uns qui restent à moins 120, 120. Alors la bonne réponse, on peut switcher sur ma présentation. Donc la bonne réponse, c'était moins 196. Bravo à un peu moins de la moitié de tout le monde. Alors, 120 degrés, bon c'était un piège en fait, parce que je vous ai dit que c'était relativement froid, donc ça c'était un piège. Moins 120, bon c'est pas assez. Moins 196, c'est l'azote liquide, comme on vient de le voir. Moins 269, ça je l'ai pas pris au hasard, c'est l'hélium liquide. C'est le dernier gaz qu'on a réussi à rendre liquide. Au bout d'un moment, il atteint les moins 269, c'est le liquide le plus froid. D'accord. Donc, ok pour ça. Et puis pour finir le petit jeu, qu'est-ce qu'il nous reste? L'univers. Donc l'univers, alors ça c'était un piège parce que les gens se disent ouais mais dedans il y a des étoiles, etc. Donc c'est relativement chaud. C'est vrai qu'une étoile c'est chaud. Mais si on fait une étoile, on prend toutes les étoiles, toutes les planètes, tous les astéroïdes, tout le vide, et il y en a énormément de vide dans l'espace, qu'on fait une moyenne de tout ça, on obtient une température de moins 270 degrés. Et là on va voir justement ce que c'est que le zéro absolu. Alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est juste avec les mains, vous allez voir c'est pas trop compliqué. Je vous ai dit avant, la température, c'est le mouvement des atomes. Donc on imagine, il fait chaud, les atomes bougent. Alors les atomes, c'est mes mains. Donc les atomes bougent, je vais refroidir, donc ça va bouger de moins en moins. Je continue. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Voilà. En fait, à l'époque, quand les scientifiques se sont rendus compte de ça, ils se sont dit, bah, au bout d'un moment, ça va arrêter de bouger parce que je bouge de moins en moins, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je m'arrête. Donc c'est un peu faux. C'est faux. En fait, les atomes ne s'arrêtent pas au zéro absolu, ils bougent, mais le moins possible. Et pour vous expliquer pourquoi c'est vraiment la température la plus basse qu'on peut atteindre, c'est que si je voulais aller en dessous de ça, il faudrait que je fasse moins bouger des choses qui bougent déjà le moins possible. Donc c'est pas possible, par définition. Ça va? Ouais. Donc ce zéro absolu, on va voir exactement où est-ce qu'il est. Alors je vous fais un tout petit point historique. Forcément à l'époque, ils n'avaient pas de photographie, donc je vous mets une peinture. Anders Celsius, c'était un physicien et chimiste suédois, d'accord, donc fin du XVIIIe siècle, enfin milieu du XVIIIe siècle, pardon. Et lui, il a inventé l'échelle que tout le monde connaît en température, sauf quand vous allez à la piscine ou vous faites de la cuisine, si j'ai bien compris. Là, c'est le Fahrenheit. Et il s'est dit, bah, je vais mettre le 0 degré quand l'eau gèle et le 100 degrés quand l'eau bout. En fait, à l'époque, il avait fait exactement l'inverse. Il avait mis le 100 quand l'eau gèle et le 0 quand l'eau bout. Les gens trouvaient pas ça normal, et puis quand il est mort, ils ont inversé l'échelle quelques années après. Et le zéro absolu, où est-ce qu'il est? Bah forcément là, au point le plus bas, et il est exactement à moins 273,15. C'est la température la plus basse qui est possible. On peut pas l'atteindre, on peut pas aller en dessous. Voilà. Ouais. Ouais. Ça c'est quand l'eau gèle seulement, mais la plus basse qui est possible et imaginable, c'est celle-là. 0, on est en fait très très loin, on est à 273,15 degrés au-dessus de 0 absolu. D'accord. Donc voilà pour les basses températures. Puis avant de passer à la suite de la présentation, on va essayer d'avoir un peu de fun avec l'azote liquide. Donc là, je vais essayer d'en verser une bonne quantité. Est-ce que j'y suis? Ouais, pas mal. Alors, donc si on peut regarder un peu ce que c'est que l'azote liquide. Donc vous voyez, ça bout énormément. Au bout d'un moment, ça va finir par se calmer. Alors pourquoi ça bout? C'est pas parce que c'est très chaud, d'accord? C'est parce que justement tout le reste est super chaud par rapport à l'azote liquide. Si l'azote liquide est à moins 196 degrés, ça veut dire que par exemple le bocal que j'ai mis, qui est à peu près à la température qu'il fait ici, disons 20 degrés, il est donc 216 degrés au-dessus de la température de l'azote liquide. Donc c'est hyper chaud. Et là ça s'est calmé parce que ça refroidit les parois à l'intérieur qui sont à peu près à la même température. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser une petite question là-dessus. En fait deux petites questions. La première, ça va être, voilà, que peut-il se passer si on mettait sa main dans l'azote liquide?
Réponse A, elle brûlerait. Réponse B, elle casserait. C, rien de particulier. D, les trois éventuellement. Alors quand je dis ça, j'ai eu du mal à formuler la question, mais enfin la réponse. Les trois éventuellement, ça veut dire que les trois peuvent se passer les uns à la suite des autres. D'accord? Donc maintenant, si on passe à la... Je vais vous laisser voter aussi là-dessus. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Ah, alors, une petite majorité de elle brûlerait, ensuite un peu de elle casserait, rien de particulier, 28% pour les trois éventuellement. Alors attention, si on switch sur ma présentation, ceux qui ont raison, c'est les D. Alors, si on peut mettre sur la caméra. Donc là, je vais vous proposer, je vais mettre ma main, je vais sacrifier ma main pour l'expérience. Attention. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit les trois éventuellement. Si je la plonge vite fait comme ça, rien de particulier. Il y a peut-être un peu de fumée qui se met sur ma main, c'est joli, bon, voilà. Si je la laisse plus longtemps, donc au-delà de ce que j'ai mis là j'ai fait vraiment presque le grand maximum, je commençais à sentir le froid se mettre sur la main. Là, ça commence à brûler. Comme on brûle des verrues, on se sert de ce produit-là pour faire ça. C'est la même chose, sauf que ça va être sur toute votre main en même temps. Pas terrible. Et si je continue encore un peu, bah là, elle va finir par casser. Elle va être congelée jusqu'à son cœur et elle va être éclatée là. Non, je vais pas le tester ça. Non, celui-là, j'ai pas trop envie. Donc, voilà pour cette expérience-là. Et pourquoi j'ai rien à la main au début? À votre avis? Ouais? Parce que je le fais vite, mais quand même, c'est à moins 200 là. Si tu mets ta main dans le feu, tu peux, à moins que si tu la laisses aussi longtemps que ça, tu vas le sentir passer là. Ça va être... Ouais? Tu dis ma main est assez chaude, c'est ça? Ouais, il y a cette idée-là, mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de faire tomber une goutte d'eau sur une plaque chauffante? Qu'est-ce que ça fait? Ça s'évapore, mais est-ce qu'elle fait pas autre chose avant de s'évaporer complètement? Elle pétille, et puis il y a des moments, vous la voyez se balader un peu, non? Vous avez déjà vu ça? Ce qui se passe, c'est que la goutte d'eau, elle arrive sur la plaque chauffante, donc quelque chose qui est extrêmement chaud par rapport à la goutte, et il va y avoir une petite couche de vapeur d'eau qui va se former en dessous de la goutte liquide. Ça va faire un espèce de coussin, si vous voulez, un coussin de vapeur d'eau, puis la goutte va pouvoir se balader avant de s'évaporer. Bah, moi, c'est pareil avec ma main. Ça, c'est extrêmement froid, ça, c'est très très chaud. Quand je mets la main dedans, j'ai une petite couche d'azote gazeux qui va me recouvrir pendant 1 seconde et demie. Ça va me protéger du froid, et après, ça va disparaître quand ça va être assez refroidi. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai pas trop de temps pour faire ça, mais c'est faisable, donc je peux le faire encore. Mais là, je commence à sentir le froid se mettre parce qu'à force de la mettre, voilà. Donc, pour la prochaine question, donc voilà la prochaine. Qu'est-ce qui se passerait maintenant si je mettais un ballon dans l'azote liquide? Est-ce qu'il grossirait? Est-ce qu'il rapetisserait? Est-ce qu'il casserait? Ou rien de particulier? Alors, on va pouvoir se mettre ça au vote encore une fois. Attention, à partir de maintenant, vous pouvez commencer à voter. Et vous avez 20 secondes à partir de maintenant. Attention. Alors. Wow. Ah oui, alors là, il y a une magnifique majorité de bonnes réponses. Ouais. Il rapetisserait. Donc là, si on repasse sur mon écran, je peux l'afficher. Voilà, il va rapetisser. Donc, je propose de tester ça avec un truc que j'appelle depuis vendredi dernier l'effet Mary Poppins. Vous allez comprendre pourquoi. Attention. Donc, qui n'a pas vu Mary Poppins, le dessin animé? Est-ce qu'il y a tout le monde a vu Mary Poppins? Je suis étonné. Donc là, c'est comme Mary Poppins avec son sac magique. Vous pouvez rentrer des objets de n'importe quelle grandeur sans problème. Sauf que moi, ça marche qu'avec des ballons et mon sac est rempli d'azote liquide. C'est un peu plus technique que Mary Poppins. Ouais, c'est ça. Donc voilà ce qui se passe.
Alors je vais vous le montrer en vrai, hein, vous allez voir. On va le sortir là. Je vais en mettre un là-bas pour vous. Là, ici. Et le dernier, je me le garde pour moi. Ça arrive. Ça arrive une fois sur... Ouais, une fois sur 4, 5. Ça va plus vite quand je souffle dessus parce que mon souffle est relativement plus chaud que le reste de l'air. Et donc voilà ce qui se passe avec le ballon. Ce qui s'est passé là-dedans, c'est que donc ça c'était un ballon qui avait été gonflé traditionnellement. Hein. Donc dedans il y a de l'air, il y a du dioxyde de carbone, il y a de l'oxygène, l'hydrogène, enfin tout ça. Donc l'air c'est déjà un truc qui contient tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, si vous refroidissez assez un gaz, vous pouvez le rendre liquide. Et si vous continuez, vous pouvez le rendre solide. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'est-ce que ça prenait comme place, un gaz, quand ça passait jusqu'après en liquide et ensuite en solide. Donc, ce qui se passe, c'est que le gaz que j'ai mis là-dedans, quand il devient liquide, et c'est le cas de tous les gaz sauf le dioxyde de carbone qui va carrément devenir solide, donc il va y avoir de la neige de dioxyde de carbone, et puis ici un peu d'eau, ça va aussi faire de la neige, ça prend 700 fois moins de place en volume. Donc en fait, ce qu'il y a dans le ballon, c'est rapetissé de 700 fois quasiment à l'intérieur. Et puis c'est pour ça que ça ressemble plus à une crêpe qu'à autre chose à la fin. Donc voilà le... Je peux vous le remontrer vite fait. Allez. Voilà. J'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Mais donc voilà ce qui se passe, d'accord ? Donc ça c'est un état de la matière assez fun. Et là ce que je vais faire, c'est pour finir ce petit truc sur l'azote liquide, je vais demander à 4 enfants. Alors, donc on va commencer. Donc toi, ouais, toi. Là j'ai pris 2 filles, il me faudrait 2 garçons pour faire la parité. Toi, toi. Ah non, ouais, bah toi vas-y aussi, vas-y. Allez, ça va faire 5. Non, allez me chercher une feuille dehors. Désolé, il va falloir sortir sous la pluie vite fait. Faut aller me chercher une feuille sur l'arbre qui est là-bas. Chacun, allez me chercher une feuille. Faut sortir dehors, je suis désolé. Allez-y. Allez chercher une feuille dehors, sur l'arbre qui est à côté. Ah, bah vas-y, va chercher une feuille. Tu vois l'arbre qui est dehors, là ? Faut que tu ailles chercher une feuille dessus. Ouais. Alors posez vos feuilles ici. Voilà. Non, mais reste là. Voilà. Donc chacun a sa feuille, il m'en manque un. Ah, il n'a pas encore trouvé de feuille, mais c'est pas grave, on va commencer comme ça et puis je lui ferai faire son truc après. Donc ce qui s'est passé, c'est que chacun a sa feuille. Donc ça, c'est la tienne ? Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la plonger dans l'azote liquide. Je vais la congeler. Apparemment, il y a eu plus de volontaires. Ok. Non, bah reste ici. Reste là-bas. Ouais, c'est bon. Oh, je vais pas la faire tomber carrément. Je vais la congeler et ce que je vais faire, c'est que quand tu vas la sortir, tu vas la prendre pas dans ta main, tu vas pas la toucher directement, tu vas juste la craquer comme ça, d'accord ? Rapidement avec ta main. T'es prête ? Ouais. Mais il faut aller rapidement, d'accord ? Juste faire comme ça. Attention. Vas-y. Voilà. Essayez de garder les restes sur la table, comme ça. Donc ça, c'est ta feuille, il me semble ? Ouais. Attends, ça c'est ta feuille ? Vas-y. Craque-la. Non, d'un coup. Vas-y, touche-la pas parce que sinon ça va... Attention. Là, c'était un peu... Ça, c'est la tienne ? Vas-y. Voilà. Ça, c'est la tienne. Vas-y. Et... Après, il en reste combien ? 2 ? C'est ça ? Vas-y, d'un coup. Voilà. Donc en fait la feuille se gèle complètement et puis elle devient tellement solide et puis elle est assez fine donc on peut juste la briser avec la main sans problème. Donc on pourrait essayer ça, j'ai essayé avec des roses, j'ai essayé avec un cœur de laitue il me semble un coup. On peut faire ça avec tout et n'importe quoi. Et attention, vas-y. Voilà. Donc merci pour les volontaires, c'était super. C'est sur les volontaires. Non, je vais juste garder des choses au froid. Alors, on a fini avec cette partie température. Maintenant, on sait un peu ce que c'est que le froid, qu'est-ce qui s'y passe, pourquoi la matière peut changer ou pas d'état. Maintenant, on va passer à la suite qui consiste... Alors, faudrait... Ah, c'est bon, super. Donc la suite, attention, c'est la partie un peu plus technique, mais qui va pas être plus compliquée que ce qu'on a fait avant, en fait. Donc, mécanique quantique et électrons. Alors, pourquoi je fais ça ? C'est parce que la mécanique quantique, les gens savent pas trop ce que c'est.
ont un des doutes ou trouvent ça hyper compliqué. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué, mais là on va essayer de voir un peu de quoi il en retourne. Alors pour la mécanique quantique et l'électron, on va commencer par c'est quoi la mécanique quantique. Donc la mécanique quantique, c'est une théorie, ça veut dire c'est un ensemble c'est un modèle mathématique avec un ensemble de formules qui nous permettent de traiter un problème donné. Donc là, le problème donné, c'est les atomes ou ce qu'il y a dans les atomes. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe à l'échelle atomique, il faut absolument utiliser ça. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça permet d'expliquer, entre autres ? Donc il y a la couleur des choses, tout simplement. Pourquoi les choses ont la couleur qu'elles ont? Alors ça, c'est parce que les atomes qui composent, par exemple, quelque chose de vert, reçoivent de la lumière, l'absorbent et réémettent que du vert. Et c'est l'atome qui fait ça. C'est pour ça qu'on a besoin de la mécanique quantique pour le comprendre. Donc c'est juste la mécanique quantique qui permet d'expliquer cette chose-là. Ensuite, pourquoi les choses sont conductrices ou isolantes? Alors ça, c'est un truc qu'on savait depuis extrêmement longtemps, qu'il y avait des choses qui conduisaient bien l'électricité, d'autres qui ne les conduisaient pas du tout. Pourquoi? On a compris ça qu'au début du XXe siècle. Il nous a fallu du temps, mais ça a valu le coup. Ensuite, les différences entre ces deux matériaux-là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est impressionnant. Ça, c'est du graphite. Donc c'est ce qu'il y a au bout des mines de crayon. D'accord ? Globalement, c'est du charbon, hein, si vous voulez. Et ce matériau-là, de 1, il est noir et relativement moche. De 2, il est extrêmement friable. Dès que vous écrivez avec un crayon, c'est ça que vous faites. Vous arrachez des atomes qu'il y a dessus, puis vous les déposez sur votre feuille. Et il conduit très bien l'électricité. Maintenant, on va regarder son cousin à droite. Pourquoi je dis son cousin? Parce que ça, il n'y a que des atomes de carbone à l'intérieur. Là, il n'y a que des atomes de carbone à l'intérieur. Ouais. Oui, tu peux prendre le ballon si tu veux. Donc, on n'a que des atomes de carbone à l'intérieur, alors que ce matériau-là, il est transparent, très joli, la plupart du temps. Il est extrêmement solide, c'est un des matériaux les plus solides au monde. Et il conduit très très mal l'électricité. En fait, il fait exactement l'inverse du graphite qui est à gauche. Pourtant, c'est les mêmes atomes de carbone, ils sont juste agencés différemment. Et c'est ça qui fait toute la différence là-dedans. Et c'est la mécanique quantique qui a permis de l'expliquer. Pour vous donner une idée, Albert Einstein s'était posé la question au début du XXe siècle. D'accord ? De pourquoi il y avait cette différence-là entre les deux. Donc voilà à quoi ça peut servir, entre autres, la mécanique quantique. Ouais. Ouais, c'est du diamant. C'est joli, mais ça coûte cher. C'est ça le problème. Donc maintenant, on va parler d'électrons. Alors pour vous situer un peu, c'est quoi un électron? Je vais commencer par un petit truc en haut à droite, vous allez voir, attention. Alors ça, c'est le noyau d'un atome, c'est minuscule, d'accord? Alors contrairement à ce que la plupart des gens pensent, le noyau d'un atome, c'est 100 000 fois plus petit que la taille de l'atome lui-même, en fait. Hein, c'est vraiment minuscule. Et voilà ce que c'est qu'un électron. C'est un espèce de nuage. C'est pas une boule qui orbite comme par exemple la Lune pourrait orbiter autour de la Terre, c'est pas ça du tout. C'est un nuage qui prend une certaine forme autour du noyau. Alors ça, c'est un électron. Je peux vous en montrer un autre avec une forme un peu différente. Voilà. Je peux vous en montrer un autre. Encore, celui-là. Ça, c'est un électron. Et c'est la chose que je vais vous faire comprendre maintenant, c'est qu'un électron, c'est pas une particule, c'est une particule et une onde en même temps. Ça va être un peu... vous allez voir en quoi c'est les deux à la fois. Ce que je vous propose, c'est une petite question là-dessus. Toute simple, imaginez que vous soyez au bord d'un étang, vous lancez deux ondes identiques, c'est-à-dire que vous tapez par exemple l'eau exactement en même temps et puis vous pouvez répéter ça en mettant vos bras de façon synchronisée, d'accord? Vous lancez exactement la même onde, quand elles vont se rencontrer, est-ce qu'elles vont se renforcer, se détruire, les deux à la fois, c'est-à-dire soit se renforcer, soit se détruire, ou rien du tout? Alors ça va être soumis au vote aussi. Alors attention, c'est parti pour les 20 secondes. Alors? Oh! Encore une majorité de bonnes réponses. Bravo. Si on peut switcher sur ma présentation? Ouais. Donc, la réponse, c'est bien les deux à la fois, et je vais vous montrer en vidéo. Attention. Une jolie vidéo pour le moment. Donc ça, c'est quelqu'un qui est au bord d'un étang avec une bouée, puis il l'agite. Il va en ramener une deuxième, et il va les agiter exactement en même temps. Donc il y a deux ondes identiques qui partent de deux points différents. Puis là, regardez ce qui va se passer ici. Vous allez voir. Donc, je vais arrêter la vidéo à peu près au bon endroit. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ici, il y a de l'onde. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a de l'onde. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a de l'onde, rien, et ainsi de suite. Il y a les deux, ça dépend où est-ce qu'on est, en fait. Il y a des moments où l'onde est renforcée, il y a des moments où il n'y a plus d'onde du tout. Et ça, c'est juste fait avec des ondes sur un étang. Si vous avez deux bouées, vous le faites vous-même. Il n'y a pas de problème. Si l'étang est assez calme, il n'y a pas de souci.
Donc on a ce machin-là, et c'est quoi le lien avec l'électron là-dedans? C'est que cette expérience-là, on a réussi à la refaire en laboratoire avec des électrons. Alors je vous explique, en fait ce qui se passe, c'est qu'on met deux fentes, on tire des électrons dedans, donc les électrons vont passer à travers les deux fentes, et puis c'est comme si on avait deux ondes qui partaient de deux endroits, de deux endroits différents, et puis on va regarder ce qui se passe là. Attention, ça c'est l'écran qu'il y a quand on tire les électrons. Ici, vous voyez, il y a des petits impacts. Donc c'est comme si vous tiriez au paintball, par exemple, sur un mur. Il y a une boule qui vient taper. Donc les gens se disent, OK, l'électron, c'est une particule. J'ai rien à dire. On continue à tirer, pas de différence. On continue à tirer, c'est pareil. Par contre, si on tire énormément de fois, voilà ce qui se passe. Ici, vous avez des petits impacts, c'est bien une particule, pas de problème. Mais vous avez aussi des endroits où il y a plein d'électrons, des endroits où il n'y en a pas. Des endroits où il y en a plein, des endroits où il n'y en a pas, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce qui fait de l'électron une onde aussi. C'est les deux à la fois, et si vous voulez comprendre comment ça marche, il ne faut jamais oublier ça. Et c'est pour ça que les gens n'arrivaient pas à trouver de quoi avant, c'est parce qu'ils ne savaient pas ça en fait. Et dès qu'on l'a su, on a trouvé des tonnes de choses, et c'est toutes ces choses-là qui ont par exemple permis de construire un ordinateur, ou de construire des téléphones portables. C'est des choses qui servent dans la vie de tous les jours, que vous utilisez dans la vie de tous les jours de la mécanique quantique, et vous ne le savez juste pas, en fait. Le transistor, qui est l'élément de base de toute électronique actuelle, ça, c'est fait à base de mécanique quantique. Et il y en a des milliards dans les ordinateurs ou dans vos téléphones portables. D'accord ? Et donc, vous vous en servez tous les jours de la mécanique quantique. Donc, voilà le message que je voulais faire passer. Donc, l'électron, c'est, si j'arrive à... Voilà, une particule et aussi une onde. Les deux à la fois. C'est bizarre, mais... comme ça. Donc, voilà pour ce petit passage-là. Alors maintenant, on va parler vraiment des trucs fun, la supraconductivité. Alors, juste un tout petit point historique pour voir de où ça part. En fait, c'est découvert en 1911 par un Hollandais. Donc la recherche en hollandaise, on n'en entend pas trop parler, pas tant que ça. Mais lui, il fait des expériences sur la résistance des matériaux, donc je vais vous montrer un petit peu. Et il trouve que il découvre la supraconductivité en 1911 et a un prix Nobel pour ça 2 ans après. 2 ans après, c'est vraiment pas mal. Hein. D'habitude, pour un prix Nobel, il faut attendre 5 à 10 ans pour avoir son prix Nobel. Il faut prendre son mal en patience. Hein. Honnêtement, pas super évident. Et donc, qu'est-ce qu'il découvre, lui? Il découvre qu'un supraconducteur, donc par exemple, c'est pas sur ça qu'il a travaillé, ça c'est des trucs qu'on connaît depuis 86, les petites pastilles noires que je vous montre depuis tout à l'heure. Dans un supraconducteur, on perd toute résistance électrique sous une certaine température. Si vous le refroidissez assez, c'est pour ça que j'ai dû utiliser de l'azote liquide tout à l'heure, vous allez avoir plus de résistance électrique. Et qu'est-ce que ça fait, par exemple? Je vais vous montrer une petite vidéo qui explique ça. Si vous mettez une pile sur un matériau qui est supraconducteur, vous êtes à haute température, rien de spécial se passe. Si vous baissez la température, alors là, le courant devient bleu. Alors pourquoi? Bon, il ne devient pas vraiment bleu, c'est une image. Hein. Mais un grille-pain, vous savez comment ça fonctionne? Ouais. Vous faites passer du courant dans des petits fils en métal à l'intérieur. Le courant va chauffer le fil parce qu'il y a une résistance électrique dans le fil. Et c'est ça qui permet de griller vos tartines. Là, le fil devient bleu. Pourquoi? Parce que dès qu'on devient supraconducteur, il n'y a plus de résistance électrique. Donc ça ne chauffe plus. D'accord? Il n'y a plus rien qui chauffe. Donc déjà, ça, c'est pas si mal que ça. Pas terrible pour faire un grille-pain, mais... Donc voilà pour le courant qui passe sans résistance. Et si on continue la vidéo, voilà ce qui va se passer. Si j'enlève la pile, le courant va rester dedans à l'infini. Il n'y a pas de résistance pour l'empêcher de passer, donc il n'y a aucune raison qu'il disparaisse. Et ça, en physique, il y a énormément de choses qui ne sont pas infinies. En fait, il n'y en a que très... j'en connais pas beaucoup. En fait, je ne connais que ça qui est infini dans la nature. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui tourne à l'infini. Et dans le laboratoire dont je viens en France, ils ont fait l'expérience, ils ont mis un courant comme ça dans une espèce de bobine de ce genre-là, il y a 24 ans, et aujourd'hui, c'est toujours le même courant qui passe. Exactement le même. D'accord ? Donc voilà pour quelque chose d'infini dans la nature. Je vous en présente une caractéristique de la nature. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ce machin-là? Je vais vous expliquer comment ça fonctionne rapidement. Ça, c'est les électrons. Donc vous voyez, c'est des petites boules, et puis il y a des mini-ondes qui sont dedans. C'était un peu bizarre, mais on n'a pas trouvé mieux pour représenter une onde particule à la fois. C'est pas terrible, mais... Et donc, à haute température, les électrons font n'importe quoi. Ils bougent, font ce qu'ils veulent. Et au bout d'un moment, si on baisse assez la température, 2 électrons vont pouvoir se mettre par paire. C'est-à-dire vont faire un mouvement. En fait, le mouvement de l'un va dépendre du mouvement de l'autre. C'est ça l'idée qu'il faut avoir en tête. Ce qui est très très bizarre parce que vous apprendrez, enfin en tout cas pour les plus jeunes, vous allez apprendre d'ici quelques années que 2 électrons, ça se repousse violemment dès qu'ils sont trop proches les uns des autres. Là, on arrive à former des paires avec. Donc c'est très particulier. Et cette paire à 2 vont former une onde un tout petit peu plus grande. Et qu'est-ce qui est fun avec cette onde-là? C'est qu'elle est capable, avec les autres paires qu'il va y avoir ailleurs dans le matériau, de faire exactement le même mouvement. Alors ça, c'est important. Vous voyez, toutes ces paires vont faire le même mouvement, ils vont former toute une énorme onde à eux tout seuls, ce que j'appelle moi une vague quantique. Alors je vais vous montrer mon analogie avec la nature. Dans la nature,
Ça, c'est un mouvement collectif. Donc chacune de mes paires, c'est un poisson, par exemple, et ils vont faire le même mouvement tout en même temps. D'accord. Donc voilà un banc de poissons. Et la vague qui est créée à la fin, je la représente un peu comme ça. Une vague quantique. D'accord. Donc un sacré spot de surf. Et si vous voulez une idée, c'est la même chose qui se passe dans un laser, en fait. Vous avez déjà vu un laser? Je vais essayer de... Au pire, je le mets là. Donc voilà, dans un laser, ce qui se passe, c'est que la lumière est faite de petits grains aussi, de petites particules ondes à la fois. C'est la même chose que l'électron, c'est des photons. Et là, par exemple, dans un laser, ce qui est particulier, c'est que toutes ces particules, les photons, font exactement la même chose en même temps. C'est l'équivalent de ça pour l'optique, si vous voulez. Donc c'est très très bizarre, très très particulier. Alors, si je continue avec ces choses-là, on va passer à la lévitation magnétique et aux dernières expériences de la présentation. Alors la lévitation magnétique, je vais vous laisser deviner ce que c'est. Un supraconducteur, c'est pas juste défini par sa résistance électrique qui tombe à 0 quand on le refroidit assez. Il y a un autre truc qui s'appelle l'effet Meissner qui est très très bizarre. Alors je vais vous laisser deviner ce que c'est avec cette petite expérience. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un minuscule aimant. Voilà. Donc quand je dis minuscule, c'est vraiment minuscule. Avec une minuscule pastille. Vous voyez, il n'y a rien de magnétique avec ça. Là. Si je le mets là, ça ne tire pas, ça ne se repousse pas, il ne se passe rien de particulier. Je vais le poser là, je vais mettre l'aimant par-dessus. Et je vais aller refroidir tout ça. Ça va prendre environ 40 secondes pour tout refroidir correctement. Et vous allez voir que ça va valoir le coup de le faire. Donc 40 secondes. Ce que je vais vous demander de regarder, c'est au moment où ça va se mettre à bouillir d'un coup. Alors pourquoi ça va se mettre à bouillir d'un coup? C'est que pour l'instant, la pastille noire, là, le supraconducteur, est relativement chaud. Donc il y a un tout petit peu de gaz qui le protège, vite fait, mais ça touche encore un petit peu. Mais au bout d'un moment, quand la pastille va devenir presque à la même température que l'azote liquide, la couche de gaz va disparaître, tout le liquide va toucher la pastille d'un coup et ça va se mettre à bouillir. D'accord? Donc c'est aussi un bon moyen de savoir si on est à la bonne température ou pas. Attention, ça ne devrait pas trop tarder. Ouais, faut éviter de... Là, ça suffira de toute façon pour voir. Attention... Moi, je regarde ici. Je suis désolé, ça me prend un peu de temps pour refroidir. Allez. Travailler dans le grand froid, qui disait. Ça se prend du temps à refroidir des choses. C'est bon. Attention, regardez l'aimant. Est-ce que vous le voyez? Alors là, je peux vous faire le test. Hein. C'est pas de la magie. Il n'y a pas de fil en bas, il n'y a pas de fil en haut non plus. Là. Ça lévite complètement. Et ça a décollé d'un coup. Et c'est ça l'effet Meissner, en fait. C'est qu'un supraconducteur, ça repousse tout champ magnétique auquel il est soumis. Donc l'aimant fait un champ magnétique. Le supraconducteur n'en veut pas quand il est assez froid. Il éjecte l'aimant. D'accord? Et l'aimant décolle. Et là, je peux vous le montrer en version un peu plus grosse. Donc, je vais juste récupérer mon aimant parce qu'il faut éviter de jouer avec des aimants comme ça. Voilà. Alors attention, avec la version plus grosse. Donc... et la pastille plus grosse aussi. Ce que je vais vous demander vite fait, là on va le faire à main levée parce qu'on manque un peu de temps. Quand je vais essayer de lâcher la pastille au-dessus, enfin cet aimant-là, je vais le lâcher au-dessus du supraconducteur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va rebondir? Est-ce que ça va se coller? Ou est-ce que ça va juste léviter? Comme je vous ai montré là. Donc 3 choix, qui dit que ça va léviter? Qui dit que ça va rebondir? Et qui dit que ça va venir juste se coller? Donc bien sûr, si je vous pose la question, il y a un piège. Donc je vais vous montrer. Regardez, déjà si j'essaie d'approcher, donc là je peux mettre mes doigts au-dessus carrément. Vous voyez que ça l'évite bien. Et si je le lâche juste comme ça, ça rebondit. Et là la chose bizarre, c'est que maintenant, si au lieu de la lâcher comme ça simplement, j'appuie un peu dessus, là ça l'évite. Là ça l'évite d'un coup. Et j'ai juste appuyé dessus en fait. Très simplement. Alors je ne vais pas vous expliquer exactement comment ça fonctionne parce que c'est relativement compliqué. Si vous voulez que je vous explique, vous pourrez toujours venir après la conférence. Je pourrais essayer de m'appliquer un peu et de faire ça correctement. Mais on a un truc tout particulier ici. Il y a une répulsion du bas. Le supraconducteur ne veut pas du champ magnétique, il décolle l'aimant. Mais l'aimant reste en place au lieu de juste s'en aller. D'accord? Donc c'est très très bizarre. Et je vais finir avec les... Si on peut reswitcher sur ma présentation. Super. Alors... Donc ça a été découvert en 1933 par ces 2 Allemands en fait. Donc je vais passer un tout petit peu la présentation. Je vous ai déjà posé la question sur le sujet. Je vais vous montrer une petite expérience que je ne peux plus faire maintenant, que j'ai appelée un sandwich supraconducteur. En fait là-dedans, ce qui se passe, c'est que je vais faire léviter quelque chose sur quelque chose qui lévite. D'accord? Donc vous avez dans le train 2 pastilles supraconductrices à l'avant et à l'arrière. Donc j'ai fait léviter ça sur un aimant en forme d'anneau.
Je fais pareil avec l'anneau, je le fais léviter sur des supraconducteurs et je vais revenir poser le train. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui lévite sur quelque chose qui lévite. Et j'appelle ça un sandwich, pourquoi? Parce qu'il y a des supraconducteurs en haut et en bas, donc c'est un peu vos tranches de pain, si vous voulez. Puis ce que vous mettez à l'intérieur, c'est les aimants. Enfin, l'aimant qu'il y a ici. D'accord? Donc voilà pour cette petite expérience sympa, mais que je ne peux plus faire maintenant. Ensuite, les montagnes supraconductrices d'Avatar. Qui n'a pas regardé le film Avatar? Ok, donc pour ceux qui n'ont pas regardé, il y a un moment où vous arrivez dans un paysage assez joli, vraiment magnifique, etc., où vous avez des montagnes qui lévitent. Et puis les gens disent, ah oui, bah, les montagnes sont faites avec des matériaux supraconducteurs, et puis le champ magnétique de la planète, comme celui de la Terre par exemple, fait que ça lévite. Alors ça c'est vrai et faux dans le sens où faire léviter des tonnes et des tonnes, on pourrait s'en sortir. Par exemple, si je prends une pastille supraconductrice qui fait léviter 1 kg, j'en mets 50, je fais léviter 50 kg. Mais quelque chose, faire léviter, par exemple, une masse comme ça à des hauteurs à ce point-là, vous voyez, ça c'est déjà pas si mal que ça. Ça prendrait des champs qui vont déchiqueter la matière complètement. Donc non, pas pour ça. Bon, en tout cas, vous n'aimeriez pas être à côté si ça se produit. Donc voilà pour les montagnes supraconductrices d'Avatar. Donc c'est le seul exemple où j'ai entendu vraiment parler de supraconducteurs. J'ai peut-être vu ailleurs, mais je n'ai pas trop d'idées. Ouais. À cause de la chaleur, en fait la chaleur, si tu réchauffes trop la pastille, tout va tomber. Il n'y a plus rien qui lévite, ça ne fonctionne plus. Ah, okay, ça je sais pas trop. En fait, dans le film, le supraconducteur dont ils parlent, ils disent que ça fonctionne sans refroidir, pas besoin de quoi que ce soit de bizarre, et ce qui est pas encore réalisable. Donc là, je vais juste parler des applications. Vous allez voir que ça sert dans plein de choses. La première application, c'est le train à lévitation magnétique. Donc je vais voilà, si j'arrive à viser. Voilà. Train à lévitation magnétique, je vais vous montrer une petite vidéo dans pas longtemps. L'IRM, donc ça c'est un examen qui vous permet d'être observé de l'intérieur sans avoir à vous ouvrir. Avant l'invention de l'IRM, il fallait absolument vous ouvrir pour tout et n'importe quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal comme invention et ça existe que grâce à la supraconductivité. Ensuite, il y a les accélérateurs de particules, dans le boson de Higgs, etc. Tout ça, c'est possible grâce à la supraconductivité. On s'en sert essentiellement là-dedans. Les filtres en télécommunication, donc par exemple aux États-Unis où il y a beaucoup de compagnies de téléphone, il faut absolument pouvoir filtrer toutes ces compagnies de téléphone. Et dans un filtre, on se sert de supraconducteurs pour obtenir un filtre de bien meilleure qualité que les filtres qu'on avait avant et qui nous permet d'avoir autant de télécommunications qu'on en a maintenant, sinon ce serait juste impossible. Donc voilà pour le côté impossible en télécommunication. Ensuite, les applications futures, bien sûr, il y a le transport de courant. Si vous arrivez à transporter l'électricité sans résistance, c'est génial parce que vous ne perdez pas de courant sur le chemin. Là, entre la centrale électrique et chez vous, vous perdez environ 10% du courant qui est envoyé. Donc ça tombe aussi sur votre facture d'électricité parce que ces 10%-là ne sont pas utilisés et puis vous payez quand même pour. Mais ça, bon, c'est la vie. Et à droite, ce que j'ai mis, l'informatique quantique, ça c'est un peu particulier, mais on essaie d'utiliser la mécanique quantique et en particulier celle qu'il y a dans les supraconducteurs pour faire des ordinateurs bien meilleurs, bien plus performants, surtout pour tout ce qui est cryptage, par exemple. Donc les comptes bancaires, le transfert d'informations, etc., etc. Donc voilà pour ces petites applications-là. Et je vais vous montrer vite fait ça m'a pris un peu de temps pour le refroidir, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça dans un hula hoop, donc un espèce de petit cercle. Donc il y a des aimants à l'intérieur, il y a ma pastille Supra qui est dans son petit gobelet, et là c'est pareil, je vais enlever la cale, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais juste le refroidir un bon coup parce que je ne veux pas la louper celle-là. Regardez, la chose lévite, mais ça lévite tout du tour là. Donc je peux le faire tourner comme ça sans problème. Je peux le faire léviter de côté, c'est pas un souci. C'est juste, il y a une force qui retient le supraconducteur sur les aimants. Vous voyez ? Donc je vais éviter de m'arroser avec de l'azote liquide, c'est pas terrible. Mais vous voyez la chose. Donc on peut faire des choses assez efficaces avec cette lévitation magnétique. Et ce que je voulais vous montrer vite fait, c'était le train à la fin. Ah, si on peut, ouais. Donc le train, voilà, c'est ce qu'on appelle le Shinkansen en japonais, pour train balle un peu. Donc il va à 500 km/h et sa vitesse de pointe sans passagers, si on veut, c'est 581 km/h. Alors pour vous donner une idée, on va le voir passer. Il va tellement vite que les gens ont dû emprunter des parachutes à la NASA qui servent normalement pour ralentir des navettes en atterrissage pour faire arrêter ce train-là s'il y a un problème technique. Parce qu'à 500 km/h, il vous faut des sacrés parachutes pour retenir le train. Et là, on va le voir d'un peu plus près, vous allez voir. Attention.
Et ça bat largement le meilleur train qui existe actuellement sur rail, qui est le TGV en France, c'est 350 km/h. Donc là, c'est 500 de base, sa vitesse de croisière, quoi. Et donc voilà pour ce machin-là. Et les dernières applications, c'est des trucs un peu loufoques que je voulais vous montrer. C'est mon professeur en France qui m'a appris à faire de la vulgarisation, qui est allé voir une école de design et leur a dit « Ok, imaginez que vous ayez la supraconductivité sans avoir besoin de refroidir, qu'est-ce que vous en feriez ?» Donc là, elle a mis une petite poudre magnétique dans une crème cosmétique, elle s'en met dessus, et puis elle peut poser par exemple un supraconducteur et le faire léviter. Donc ça, bien sûr, c'est du Photoshop, hein, enfin pas du Photoshop, mais c'est du montage vidéo. Ça n'existe pas en vrai, ce machin-là, pour l'instant, tant qu'on ne trouvera pas un bon matériau qu'on n'a pas besoin de refroidir, par exemple. Donc ça, c'est une des applications, on peut faire des trucs assez jolis avec ça. On peut aussi en mettre dans les vêtements pour faire léviter, par exemple, des protections. Donc là, c'est quelqu'un qui fait du skateboard, apparemment, et on peut faire léviter les protections, les genouillères, les coudières, un sac à dos, si on veut, ou des chaussures, au-dessus de notre corps, ou en dessous de notre corps pour les chaussures. Donc là, on va juste... Il est en train de s'habiller, il prend son temps, voilà. Donc on peut faire léviter des choses sans problème. Mais il faudrait juste avoir le bon matériau. C'est aussi pour ça qu'on fait de la recherche. Donc ça, c'est possible. Ça, c'est ce que je trouve le plus fun. C'est à la maison. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Si vous pouvez faire léviter des trucs, autant aller jusqu'au bout, là. Donc le vélo, les chaussures, hein, vous rentrez chez vous, vous lancez les chaussures au plafond et c'est réglé. On peut aussi s'en servir comme isolant thermique si vous voulez vous protéger une casserole, par exemple. Vous pouvez juste mettre les poignets à distance de la casserole. Donc ça lévite à distance et puis il n'y a pas de souci. Puis vous pouvez aussi protéger la table en faisant léviter les plats au-dessus. Et ça, c'est une dernière application qui existe vraiment. Ça, on l'a fait dans le nord de Paris. Et c'est un surf supraconducteur. Donc il y a des supraconducteurs dans le surf qu'on refroidit, là, par exemple avec de l'azote liquide. Puis en dessous, on a des rails aimantés. Et donc on peut vraiment monter dessus. C'est extrêmement casse-gueule. Je le dis comme ça parce que le truc, c'est que vu qu'il n'y a pas de frottement, ça frotte sur rien du tout en dessous. Si vous donnez la moindre impulsion avec votre pied, le surf va partir, mais pas vous. Donc ça, c'est un problème. Donc quand on monte dessus, on est juste en mode non, ne bouge pas, ne bouge pas. C'est vraiment comme ça. Et ça peut... Ouais, il y a des chutes assez impressionnantes qui arrivent un coup de temps en temps. Et pour conclure une bonne fois pour toutes, je vais juste vous parler rapidement de la recherche. Donc je vous montre mon groupe de recherche, par exemple à moi à Sherbrooke. Donc c'est un groupe de recherche théorique. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus attrayant à première vue, mais ce qu'on fait en fait, c'est qu'on utilise des programmes informatiques pour simuler les électrons dans la matière. Comment ils vont se comporter? Est-ce qu'ils sont capables, dans certaines conditions, de faire apparaître des choses comme ça, par exemple? Et cette recherche-là, c'est primordial. C'est de la recherche fondamentale qui n'a pas d'application directe tout de suite, mais sans ça, il n'y aurait aucun progrès. Par exemple, les ordinateurs, le transistor que je vous parlais tout à l'heure, c'était de la recherche fondamentale du milieu du XXe siècle qui a donné naissance à tout ça. Donc, est-ce que la supraconductivité, c'est une version bien plus améliorée de l'électronique qu'on a maintenant? Donc, si on arrive à faire de quoi avec ça, je vous laisse deviner ce qui se passera à l'avenir. Et merci de votre attention, c'était vraiment super. Merci.